Je parle de cette nouvelle tactique des conservateurs avec nos journalistes qui sont avec moi en studio, Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Joël Denis, je commence avec vous. Pierre Poilievre qui veut un budget cet été, qu'est-ce qu'il espère accomplir avec ça? Je pense qu'il voulait simplement maintenir la pression sur le gouvernement Trudeau et aussi alerter la population canadienne comme quoi le budget qui a été déposé au mois de mars est inadéquat. Il va contribuer à maintenir les pressions inflationnistes. Donc, pour M. Trudeau, pour M. Poilievre, pardon, c'est un peu son cheval de bataille depuis un certain temps. Le budget, pour lui, est un mauvais remède pour l'économie canadienne. Et donc, c'est une tactique, mais est-ce que ça va être entendu? Je pense qu'il a perdu sa bataille sur cette question. Il s'en remet maintenant au Sénat pour bloquer le budget. Je ne crois pas que ça va fonctionner. Althia, est-ce que vous pensez que c'est une tactique payante? OK, mais moi, je le vois d'une manière un peu plus différente que Joël Denis. De un, c'est un jeu, parce qu'il n'y a aucune manière que M. Poilievre voulait même arrêter le passage du budget. Il est sorti avec cette annonce qu'il allait faire de l'obstruction dans la Chambre des communes pendant des heures de temps pour arrêter le budget. Mais il a fait cette annonce-là une fois que le gouvernement avait déjà annoncé qu'il allait avoir seulement 5 heures de débat sur le budget. Alors, il n'y avait vraiment rien que M. Poilievre pouvait faire dans la Chambre des communes, sauf prendre tout le temps de parole de son côté, en fait, de ses propres députés, puis parler. Alors, c'est un jeu qui nous annonce, qui nous fait... Il essaie de nous faire croire qu'il va faire toutes les pressions possibles pour arrêter le passage du budget. Mais c'est pas vrai. Dans son discours hier soir, il n'a même pas parlé du budget. Il a parlé de l'inflation, il a parlé des taux d'intérêt, il a parlé de la dette des ménages du Canada, il a parlé d'une crise qui s'en vient à l'horizon, il a parlé de Justin Trudeau, puis il a parlé des voyages, mais il n'a pas vraiment attaqué le budget. Alors, juste pour dire, c'était plutôt une tactique de communication. Il veut se faire connaître auprès des Canadiens. En fait, je pense que son discours il était pas mal bon. Il y avait des parties qui étaient un peu exagérées. Il y avait quelques mensonges, mais en fait, c'était un bon budget pour se présenter, mais ça n'avait rien... Excuse-moi, c'était un bon discours pour se présenter, mais ça n'avait rien, pas rapport du tout au passage du budget des libéraux. Catherine? Mon Dieu, moi, je trouve que même chose, on savait déjà que le débat allait être écourté, donc c'était un peu un spectacle, selon moi. C'est sûr que, bon, en même temps, il reste 2 semaines seulement. Le Sénat va commencer à se pencher là-dessus la semaine prochaine, officiellement, parce que ça vient de passer à la Chambre des communes. Alors, vraiment, je trouve que... Écoutez, là, c'est un spectacle. C'est une minorité des sénateurs qui sont conservateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire pour essayer de tenter de faire de l'obstruction, mais vraiment, je ne pense pas que ça va fonctionner. Et puis, ce nouveau budget dont Pierre Poilievre a parlé, je n'ai pas trop compris là, pourquoi il amenait ça aujourd'hui. Ouais, vous attendez pas à rentrer de vacances au cours de l'été pour ce nouveau budget. Bon, parlons des feux de forêt, parce que vraiment, c'est historique au Québec et ça a monopolisé la semaine à Ottawa. Et on s'y attendait, ça ravive le débat sur les changements climatiques. Joël Denis, jusqu'à quel point ça place les conservateurs, justement, sur la défensive, sur la sellette, que ce dossier des changements climatiques? Beaucoup. Et d'ailleurs, les libéraux en ont profité, justement, pour mettre en relief l'absence de politique environnementale du Parti conservateur. Tout au long de la semaine, le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, l'a relevé, a même souligné que le smog dans la capitale nationale, la qualité de l'air était pire qu'au Mexico City, qu'à Jakarta, qu'à Calcutta. Donc, il a vraiment réussi, je pense, à marquer des points. Et donc, c'était la semaine, je pense, des partis verts, des partis d'hiver cette semaine. Le Parti vert, oui, parce que c'est évidemment sa principale force, l'environnement, mais le NPD et le Bloc québécois, et d'une certaine manière le Parti libéral, parce qu'il y a quand même une certaine politique environnementale, mais le Parti conservateur était nulle part. D'ailleurs, on ne peut parler des feux de forêt, à l'exception de dire qu'il était content d'avoir reçu un briefing du ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, mais autrement de ça, il y a eu peu de commentaires qui permettaient au Parti conservateur d'avancer sur la question de l'environnement. Althia? Bien, j'ai appris hier soir en écoutant le débat de Pierre Poilievre qu'il croit dans les changements climatiques. Il a dit ça autour de 23 heures. Parce qu'il n'avait pas répondu durant les débats à la Chambre des communes durant la période des questions. C'est un peu malheureux pour eux parce que les conservateurs, ils ont essayé de
de faire des points. Puis je pense que c'est quand même une vulnérabilité du Parti libéral, surtout dans les endroits ruraux, sur la taxe sur le carbone. En Nouvelle-Écosse, il va maintenant avoir une taxe, la taxe fédérale sur le carbone. Puis ça nuit beaucoup aux gens dans les comtés ruraux qui doivent utiliser leur véhicule pour se déplacer, qui n'ont pas de transport en commun, puis qui doivent maintenant payer plus cher sans avoir vraiment le retour. Ils ne reçoivent pas plus qu'eux, ils payent. Mais en posant ces questions en Chambre, bien, le gouvernement l'a utilisé, Denis l'a bien dit, pour remettre la question, bien, comment est-ce que vous pouvez parler de ça pendant que le pays il brûle? Puis ça l'a remis de l'avant le fait qu'on avait eu encore ces débats dans le Parti conservateur sur si oui ou non les changements climatiques existent. Alors ça n'a pas été une très belle semaine pour eux. C'est pas une bonne semaine pour les conservateurs. On va terminer en parlant du témoignage de David Johnston devant un comité permanent des communes. Monsieur Johnston est venu expliquer pourquoi il ne recommande pas d'enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. Catherine, est-ce qu'il vous a convaincu? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que, bon, en fait, il a convaincu personne, je crois, à la fin de son témoignage. Et franchement, je trouvais que M. Johnston faisait un peu pitié. Franchement, c'était pas un bon moment pour lui. Il se faisait attaquer, il se défendait très mal, je trouve. À part de dire, ben c'est faux, les allégations sont fausses, et puis de les répéter, ça les rendra pas vraies. C'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, on apprend que, bon, il laisse tomber la firme Navigator, hein, qui l'aidait avec les communications pour se défendre sa réputation, parce que le député Andong utilise la même firme. Donc, c'est quand même quelque chose. Alors, vraiment, je trouve que, bon, ça n'a pas été un très bon moment pour David Johnston. Et puis, maintenant, je me demande aussi, bien, à quoi va ressembler le processus dans les prochains mois? Est-ce que les membres de la diaspora chinoise vont vouloir y participer même? C'est une autre question qu'on se pose actuellement. Oui, exactement. C'est ça. Joël Denis, qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de David Johnston? M. Johnston est arrivé avec un déficit de crédibilité devant le comité et ce déficit, je pense, s'est creusé à la suite de son témoignage. On a relevé qu'il n'avait pas parlé à des organismes importants comme Élections Canada, par exemple, qui est responsable de veiller au bon déroulement des élections fédérales et il n'a pas cru bon de leur parler dans le cadre de son premier rapport. Je pense que c'est une faute majeure. Et il y a eu aussi des contradictions entre ce qu'il a mis dans son rapport et, par exemple, les discours qu'a prononcé Aaron O'Toole, l'ancien chef du Parti conservateur, qui lui disait que le SCRS avait affirmé qu'il y a eu une campagne de désinformation menée par le Parti communiste chinois, donc Beijing, et que M. Johnston, dans son rapport, ne faisait aucun lien, disait en fait qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, il y avait des contradictions avec ce qu'on savait. Et moi aussi, je me pose la question, quel est l'outil de l'exercice qui reste à faire, les audiences publiques à venir le mois prochain? Je crois que la démarche est déjà entachée d'un lourd handicap. Althia, il nous reste même pas 30 secondes. Qu'est-ce qui reste de crédibilité, justement, à cet exercice, selon vous? C'est une question difficile à répondre parce que je ne suis pas certaine. Moi, je le vois un peu différemment parce que je pense que le premier rapport, c'est vraiment une première ébauche. Mais le problème, c'est que dans son rapport, M. Johnston a fait des affirmations comme « J'ai vu tous les documents nécessaires pour pouvoir arriver à une conclusion que le premier ministre et les ministres n'ont pas erré dans on ne leur a pas donné de recommandations ou d'intelligence sur lesquelles ils n'ont rien fait. » Puis là, c'est très clair. Lui-même, il avoue qu'il n'a pas vu toute l'information. Mais comment il a pu écrire qu'il avait vu? C'est écrit noir sur blanc, j'ai vu toute l'information que j'avais à voir. Mais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais la plus grosse question, c'est une grande majorité des députés dans la Chambre des communes a dit à M. Johnston, on n'a plus confiance dans vous, vous devriez quitter. Puis l'ancien gouverneur général refuse de le faire. Oui. Ça, je trouve ça épouvantable. Puis c'est comme hors de caractère avec tout le parcours de M. Johnston. En fait, c'est très triste. Il dit qu'il va rester envers et contre tous, finalement. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.